L'Europa League, c'est les émotions sur le terrain, mais c'est aussi les émotions dans les tribunes, comme ce jeune garçon, fan du FC Séville, tout heureux d'avoir reçu le maillot de Karim Rekik au moment de sa sortie au stade Ramon Sanchez Pizjuán, qui sera le théâtre de la finale de cette Europa League le 18 mai prochain. On passe les 30 prochaines minutes ensemble. Il y a eu ce soir les barrages de l'Europa League, les barrages de la Conference League. On vous montre tout ce qu'on a retenu de cette soirée avec Stéphane Anchaud, avec Bernard Chaland et avec Nicolas Ménècre qui sont là autour de la table. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors on voulait juste planter le décor avant de découvrir les différents résumés, vous expliquer la formule de ces barrages d'Europa League. Il y a 8 équipes qui sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, issues de 6 pays différents. Ces 8 équipes ont terminé en tête de leur groupe en phase de poule de l'Europa League et elles seront rejointes par les 8 vainqueurs des barrages. Parmi les barragistes, il y a à chaque fois un troisième de Champions League et un deuxième d'Europa League avec, on peut le voir, l'Espagne et l'Italie qui sont les plus représentés dans ces barrages. Et on va commencer précisément par une équipe italienne. Avec vous, Nicolas, vous avez suivi le match entre l'Atalanta et l'Olympiakos, un duel inédit sur la scène européenne. Duel aussi entre deux coachs qui sont au poste depuis très longtemps. Oui, Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta que l'on a appris à connaître encore mieux l'automne dernier dans la phase de groupe de la Ligue des Champions. Dans le groupe de Young Boys, Gasperini en place depuis 2016, Pedro Martins en place depuis 2018, soit 3 ans et demi. Ça fait beaucoup à l'Olympiakos avant. Durant ce même laps de temps, il y avait eu 12 entraîneurs différents. L'Atalanta entre mieux dans cette rencontre que son adversaire. Au Gewiss Stadium, c'est Muriel au corner, Pasalic qui dévie et Toloi qui vole le ballon à Malinovski. L'Ukrainien était pourtant mal placé. Première frappe en direction de Mousso, elle finit au fond. L'Olympiakos, après un quart d'heure, prend les devants. C'est la surprise et la stupeur pour le 5e de Serie A. Au ralenti, on se rend compte qu'il y a un peu de réussite pour Tiquinho Suarez, le buteur. Pas certain que sans sa glissade, le ballon finissait au fond des filets. 34e minute, Muriel s'occupe aussi des passes décisives pour les Grecs. Sur cette action, Onyekuru est incapable de profiter de l'offrande du Colombien. Il rate dans une position idéale. C'est à peu près la dernière chance de but pour les visiteurs ce soir. Malinovski déborde, son centre traverse les 5 mètres. Personne pour récupérer. Cette action n'est pas terminée. Muriel encore. Et au centre, la tête de Pasalic. Elle passe au-dessus. L'Atalanta met la pression pour revenir égaliser avant le repos. Très très bon travail de l'Ukrainien et au centre, notamment Toloi et Jim City ratent. Encore une occasion juste avant la pause avec ce ballon qui traîne dans les 16 mètres. Il finit au fond, mais à 2 reprises, les Italiens sont hors jeu pour 3 fois rien. A signaler le coup d'œil de Stéphane de Almeida, l'arbitre assistant suisse de cette rencontre avec Sandro Scherer au centre. Début de deuxième période, Jérémy Boga fait son apparition. Il se montre une première fois dangereux avec cette percée. Et Vaclik, l'ancien portier du FC Bâle et de Séville, est à la parade. L'Atalanta insiste, 61e minute. Le pied gauche de Malinovski, toujours pour ce corner. C'est le 11e corner pour les Italiens à ce moment-là. C'est Jim City qui dévie, tête décroisée qui est absolument parfaite. 3 minutes plus tard, encore Malinovski. Le ballon traîne dans la surface, c'est moins net. Le résultat est le même qu'à la 61e minute. C'est encore Jim City qui marque, doublé pour l'ancien joueur du FC Zurich, qui est le seul joueur avec un passeport helvétique sur le terrain à ce moment-là. Freuler entrera à la 72e minute. L'Atalanta a renversé la vapeur en 3 minutes. Il ne se passera plus rien dans les 25 minutes qu'il restait encore à jouer. L'Olympiakos était très discret. C'est une victoire méritée pour les Italiens qui ont un petit avantage avant le match retour. Et ça confirme ce qu'on disait plus tôt dans la soirée. L'Atalanta sait alterner le bon et le moins bon, on l'a vu, entre la première et la deuxième mi-temps. C'est pareil dans les différents matchs qu'elle joue. Oui, mais globalement, je pense que clairement, elle mérite de gagner ce match. Un petit but d'écart, ça ne reflète pas forcément la physionomie du match. Elle aurait dû gagner plus nettement. Mais actuellement, comme on l'a dit, elle est un petit peu dans le mou. Il manque un peu quelque chose. Elle concède un but qu'elle n'aurait pas dû. Elle aurait dû marquer plus. On a vu beaucoup de possessions, beaucoup de centres, beaucoup de corners. Alors, finalement, 5 matchs sans victoire avant cette rencontre. Voilà, c'est ça. Mais
En deuxième mi-temps, on a vu de nouveau l'importance des ballons arrêtés. On l'a vu hier soir, on le reverra encore au long de la soirée. C'est ce qui, on va dire, fait sauter le verrou des Grecs. C'est 2 ballons arrêtés et 2 fois un défenseur central qui marque un doublé. Ouais, et nul doute que Duvan Zapata ou encore Josip Ilicic aideraient beaucoup. L'un est blessé, l'autre est en dépression. Ça correspond quand même Voilà. les problèmes sur les 5 derniers matchs. Bon, il y a un 6-2 contre l'Udinese, mais sinon, peu de buts marqués par l'Atalanta, qui normalement on marque passablement. On prend aussi, parce que ça fait partie du jeu proposé par Gasperini. Et là, Zapata manque quand même comme appui et aussi comme finisseur. Parce qu'on a vu quelques actions aujourd'hui avec un Zapata peut-être qui se jette. Il y en aurait peut-être qui eu une ou deux qui auraient Donc là, fini au il fond. manque. Mais je crois que l'Atalanta quand même a fait le job et devrait se qualifier. Ouais. Je vous propose une réaction au terme de cette rencontre. Direi molto importante. Anche oggi abbiamo iniziato un po' male, tanti errori, non il solito nostro gioco. Si vedeva un po' che ci manca questa vittoria qua in casa, che ci tenevamo ogni partita a vincere, non riuscivamo. Anche l'altro giorno contro la Juve alla fine preso il gol e oggi sicuramente finalmente arriva questa vittoria. Ouais, Jim City qui explique que finalement, il y a enfin cette victoire, une victoire à domicile que l'Atalanta voulait absolument obtenir. Elle manquait depuis plusieurs semaines. C'est une victoire importante. On a mal commencé, on a fait beaucoup d'erreurs. C'est pas notre jeu, normalement, c'est pas notre façon de jouer. Voilà, je vous propose de passer à une autre rencontre. Dortmund-Rangers. Dortmund éliminé en phase de poule de la Champions League. En Europa League pour la première fois depuis 2018. Dortmund, sérieux candidat au titre. Oui, mais équipe qui est aussi un peu yo-yo. Parfois, défaite il y a 10 jours de cela, 5-2 à domicile contre le Bayer Leverkusen, suivi d'une victoire contre l'Union Berlin d'Urs Fischer, 3-0 à l'extérieur. C'est toujours difficile d'aller s'imposer là-bas. Dortmund capable du meilleur comme du pire. Et ce soir, on a vu le pire et le meilleur. On va le découvrir avec les images. C'est d'abord Barisic qui se crée la première occasion sur le flanc droit de la défense allemande. C'est Akanji qui se retrouve dans cette position inhabituelle pour lui. Barisic bute sur l'autre Suisse présent au coup d'envoi sur le terrain, à savoir Kobel. Le Borussia Dortmund a beaucoup de peine pour se créer une occasion. La première arrive à la 27e minute avec Reus pour Bellingham. On retrouve au centre Reus et Malen, les deux ratent. Haaland, qui est blessé, qui est dans les tribunes, se dit qu'il aurait certainement fait mieux sur le coup. 36e minute. Il y a ce corner de Tavernier. Le jeu se poursuit. Clément Turpin, l'arbitre de cette rencontre, est appelé de longues secondes après par la VAR, qui a vu que Zagadou a clairement touché le ballon du bras. C'est une décision qui est indiscutable. C'est un penalty pour les Écossais. Et le maître en la matière pour cette équipe, c'est Tavernier. Contre-pied parfait, 38e minute. Et 1-0 pour les visiteurs à l'occasion du 1000e match de Dortmund dans son Westfalenstadion. Renommé Signal Iduna Park désormais. Avant la pause, 41e minute, nouveau coup de coin et nouvelle catastrophe pour l'arrière-garde des jaunes et noirs avec ce ballon qui est dévié au premier poteau par Haribo. Ensuite, c'est facile pour Morales qui a toute la facilité du monde pour inscrire le 2-0 juste avant la pause. Deux changements effectués par Marco Rosé au repos avec les entrées de Moukoko et de Reina. Ça ne sert pas à grand chose parce que là Kent donne le tournis à Akanji. La reprise dans la foulée pour le 3-0. Elle est signée Lundstram. C'est facile, c'est trop facile, mais au ralenti, on se rend compte que là Akanji paraît très mal face à Kent. Et quel espace aussi laissé au buteur. Les bons conseils qu'a certainement dû donner Marco Rosé à la pause volent déjà en éclats après moins de 4 minutes. Mais Dortmund réagit quand même. On est quelques instants après. Cette action n'est pas des plus limpides, mais le ballon arrive quand même au centre à Bellingham. Sa frappe enroulée trouve le fond des filets. On est moins de 2 minutes après le 3-0. Ça fait plus que 3-1. Et les choses vont s'enchaîner dans cette
deuxième période. 54e minute, ballon perdu là par Moukoko sur une action où Akanji n'est pas sur le terrain. Il vient d'être blessé, il n'a pas encore pu être remplacé. Ça vient encore une fois du même côté. C'est Morelos qui veut centrer. C'est Zagadou qui dévie bien maladroitement. Morelos s'est étonné parce que dans un premier temps, ce but est annulé et refusé pour un hors-jeu. Hors-jeu, avec cette image, c'est clair, qui est inexistant. Guerreiro sur la ligne n'est pas en mesure de sauver. Monsieur Turpin valide cette réussite. Le Borussia Dortmund qui, moins de 3 minutes après avoir réduit l'écart à 2 buts, est à nouveau mené de 3 unités. Dortmund va essayer, va pousser, aura de la peine à être récompensé, aura de la peine aussi à être dangereux. Finalement, il l'est sur cette frappe de Guerreiro. Ça fait 4-2. C'est le plus beau but de la soirée. C'est le but de l'espoir avant le déplacement en Écosse la semaine prochaine. 2 buts de retard. On rappelle que les buts marqués à l'extérieur ne comptent plus double en cas d'égalité. C'est-à-dire que Dortmund peut, entre guillemets, s'imposer 2-0 et aller en prolongation. C'est mieux que d'être mené de 3 buts, mais ça va quand même être compliqué. Les montagnes russes se poursuivent un peu pour le Borussia qui encaisse encore beaucoup à la maison. Oui, on se souvient quand on avait suivi la campagne d'IB qui avait dû aller jouer chez les Rangers. C'est pas facile et ce sera compliqué encore plus avec un Morelos. Non, c'est pas facile. Après, c'est vrai que ce soir, ils passent à côté de leur match. Perdre 4-2 contre les Rangers, je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui auraient parié ça. Après, c'est un peu étonnant de voir Akanji qui joue latéral droit. On se pose toujours la question, des fois, on se dit, des clubs d'une taille comme ça, des contingents comme ça, de devoir mettre un défenseur central de métier latéral droit, qui n'est vraiment pas sa position. D'ailleurs, on l'a vu là, il ne peut pas être à l'aise là. Est-ce qu'il n'y a pas un jeune issu de la réserve des M19 pour jouer là? Pour moi, ça m'étonne toujours un petit peu. Mais après, je pense que match retour, Dortmund est capable d'aller gagner par 2 buts d'écart à Glasgow. C'est Schulz qui a remplacé Akanji quand il a dû sortir sur blessure. Meunier est blessé, Emre Can était suspendu aujourd'hui. Et on ne vous a pas parlé de Cédric Itten, le Suisse des Glasgow Rangers, parce que tout simplement, il n'est pas dans la liste UEFA, donc il ne pourra pas jouer ces compétitions européennes ce printemps. Merci beaucoup Nicolas. Je vous propose une petite interview, là aussi, à la fin de cette rencontre entre Allemands et Écossais. Ouais, très difficile cette soirée. On avait bien commencé le match. Malheureusement, cette main nous met un peu dans le mal. Et après, on prend un deuxième but encore sur coup de pied arrêté. C'est vraiment notre difficulté, malheureusement. Et après, on a tout fait pour revenir au score. Mais c'est vrai que quand on encaisse un but directement après la mi-temps, c'est compliqué de revenir. C'est dur dans les têtes. Mais voilà, on a fait le maximum. On a tout donné en deuxième. Malheureusement, on n'a pas pu revenir au score. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a essayé de pousser et que le résultat n'est pas définitif. On peut aller chercher une qualification au match retour. Et oui, le point final de cette double confrontation, ce sera donc la semaine prochaine, jeudi prochain exactement. On passe à la rencontre entre Porto et la Lazio. Porto qui est toujours invaincu en championnat, qui a été éliminé en Champions League et qui a été cueilli à froid aujourd'hui dans son stade. Rien à se mettre sous la dent jusqu'à la 23e minute. Et ce but de Zaccagni sur une combinaison sur corner. Il y a encore un ballon arrêté, on le voit, une combinaison travaillée certainement à l'entraînement, très très bien exécutée et surtout très très bien finie. On le voit là avec l'attaque au premier poteau et cette finition assez astucieuse et techniquement très bien exécutée. 37e minute, le 1 partout signé Tony Martinez. Il égalise de la tête, cette tête catapultée sans sauter et personne pour déranger le joueur de Porto. Oui, on a vu, Lazio est bien organisé dans la phase défensive, sur le jeu. En revanche, sur les ballons qui sont venus sur le côté, il y a eu une certaine passivité de l'axe, notamment des 2 défenseurs centraux. Et là aussi, sur le 2-1, au retour des vestiaires. C'est un peu le même schéma, le deuxième but, où les joueurs sont là. Mais ils sont un peu absents, ils sont un petit peu comme des pions qui ne bougent pas assez, qui n'attaquent pas assez le ballon. Et puis, il faut dire aussi que c'est deux belles reprises. Et encore celle-ci, regardez, la frappe de Tony Martinez dans l'enchaînement, vient de passer au 2-1, presque 3-1. Et Strakosha qui va chercher ce ballon. Tony Martinez, auteur d'un très bon match ce soir. Un bon match, une fois de plus, Porto a
Oui, à jouer avec ses armes. On sait que Porto a perdu des bons attaquants. Bon, du côté de la Lazio, quand Immobile ne joue pas, ça pose aussi un problème. Et on l'a vu aujourd'hui, ça a donné un match qui n'était pas très spectaculaire au niveau des actions de but. Par contre, très engagé, très organisé, très tactique, très compact, agressif, voire limite en deuxième mi-temps. Et voilà, c'est un vrai duel. Et je pense qu'on va retrouver le même genre de match dans une semaine à Rome. Ouais. C'est un match où les défenseurs, surtout à la Lazio, n'a pas forcément donné satisfaction et ça se paye cash. Écoute, à la fin, il coûte, alors pas encore la qualif, mais il coûte le match ce soir, il coûte 2 buts, c'est comme ça. Alors certaines fois, c'est des attaquants qui ont 3 occasions et qui ne marquent pas et puis qui finalement, voilà. Le défenseur, c'est comme le gardien, c'est des positions, si on fait une erreur, si on n'est pas là, si on n'intervient pas, si on ne fait pas son job, et que l'attaquant, Martinez en l'occurrence, comme ce soir, la colle au fond 2 fois magnifiquement, ben voilà, on est puni. Ouais. Donc c'est sûr que là, ce soir, il n'a pas rempli son rôle. Alors oui, ça arrive, mais un défenseur central de top niveau, il ne fait pas 2 erreurs comme ça dans le même match, parce que finalement, ces 2 centres, oui, les centres sont pas mal, mais s'il attaque son ballon, s'il prend l'information de l'attaquant, il fait le nécessaire et la Lazio ne perd pas ce match. Ouais, Luis Felipe qui va pas franchement passer une très bonne nuit. On accueille Michael Bugnon qui nous a rejoint. On vient vers vous dans quelques minutes. On va d'abord vous expliquer ce qui s'est passé entre Leipzig et la Real Sociedad. Leipzig qui a connu un automne très compliqué en Bundesliga et en Champions League aussi. On rappelle que Leipzig était dans le groupe de Paris et de City. Ça n'a pas passé. Donc les Allemands ont été reversés en Europa League. Ça va un petit peu mieux depuis le début de l'année 2022. Leipzig recevait la Real Sociedad et 2 des meilleurs attaquants de la Liga, Oyarzabal et Isaac. Et c'est finalement une histoire de penalty, ce match, vous allez le voir, parce que dans un premier temps, on va avoir la main de Gvardiol qui va finalement être sanctionnée par l'arbitre de la rencontre, et ça va permettre à Oyarzabal de marquer le 2-1, puisqu'à ce moment-là, il y a match nul 1 partout. Oyarzabal sans trembler, sans aucun problème. Et puis, l'autre penalty de la soirée de cette rencontre, eh bien, il arrive à une dizaine de minutes de la fin avec ici Zaluda qui fait a priori faute sur Szoboszlai, mais là c'est extrêmement sévère. Je vous laisse la parole. Oui, c'est vrai que c'est sévère. À vitesse réelle, on se dit tiens, penalty, parce qu'il tacle, le joueur de la Real Sociedad tacle pour contrer le ballon. Et finalement, on se rend compte que Szoboszlai, il n'est absolument pas touché. Alors on est étonné que la VAR ne soit pas intervenue au minimum pour contrôler. Et le but de Forsberg qui permet donc à son équipe d'égaliser, et ça fait donc 2 partout entre Leipzig et la Real Sociedad. Je vous propose de passer ensuite à la rencontre entre Séville et le Dynamo Zagreb. Alors là, on est passé à peu près par tous les états d'âme, parce que tout se passe en fin de première période. Il y avait 1-0 pour les Espagnols. C'est Rakitic qui a marqué sur penalty. Ensuite, à la 41e minute, il y a Orsic qui marque le 1 partout. Et puis 44e et 46e, toujours en première période, c'est Ocampos et Martial qui permettent à Séville de prendre 2 longueurs d'avance. Premier but pour Martial, d'ailleurs en Europa League. Premier but sous ses nouvelles couleurs. C'est un transfert qui vous a convaincu, ce transfert de Martial en Espagne? Oui, parce que c'est un joueur qui a besoin de jouer. Et bon, il n'avait pas trop trouvé ses marques ces derniers temps. Et je pense que c'est pour lui, un club comme Séville, c'est une très bonne opportunité. Et je pense que Séville peut en profiter aussi. Ouais, c'est une bonne adresse pour vous, Stéphane? Séville, c'est un super club. C'est un club qui, encore une fois, pourrait aller au bout. Ouais, cette Europa League. Je rappelle qu'ils l'ont gagné 6 fois quand même. C'est les spécialistes. Voilà. Quand on les voit jouer ce soir, vous me direz c'est que le Dynamo Zagreb, mais c'est quand même fort. C'est surtout, à mon avis, une bonne affaire pour Martial. Moi, je ne suis pas sûr que Séville fasse une si bonne affaire avec Martial. Alors, un bon joueur, moi, je ne suis pas particulièrement fan, je dois vous l'avouer. Mais voilà, après, on verra. Après Manchester United,
Il n'a pas fait grand chose. Peut-être que le niveau était trop haut, peut-être que la première ligue était trop haut, mais la Liga est aussi un grand niveau. Donc, on verra. C'est peut-être un championnat qui peut lui correspondre un petit peu mieux que, oui, que qui la est première ligue aussi. moins physique. Probablement moins physique quand même, même qu'il y a un très bon championnat. Donc c'est possible qu'il y ait un petit peu plus d'espace, que ça combine un petit peu plus. Donc un jeu qui pourrait mieux lui convenir. Allez, c'est à vous, Michael Vignon. On passe au gros choc de la soirée dans ces huitièmes de finale. Allez, le match entre le Barça et Napoli, c'est à vous. Et oui, regardez derrière moi ces deux magnifiques logos, le FC Barcelone et le Napoli. Mais vous ne rêvez pas, on est bien en Europa League et non pas en Ligue des Champions, puisque le Barça est reversé de la Champions League après avoir été éliminé par le Bayern Munich et Benfica. Les Parthénopéis ont eux été surpris par le Spartak Moscou lors de la phase de groupe de l'Europa League. Voilà pourquoi donc on retrouve déjà ces deux gros morceaux dès ce soir en barrage. On pourrait croire à un classique au niveau européen. Pourtant, les deux formations n'ont joué qu'à 2 reprises. Une seule double confrontation dans l'histoire entre Naples et le Barça, c'était il y a 2 ans. Et la qualification du Barça, c'était en Ligue des Champions d'ailleurs. On se rend immédiatement au Camp Nou pour ce match qui a débuté sur les coups de 18h45. Honnêtement, grosse équipe ne veut pas forcément dire gros match. Après un sacré round d'observation dans les 20 premières minutes, la première chance de but est pour le Napoli. Osimhen est lancé en profondeur par Zielinski. Le Nigérian va plus vite que Piqué et Garcia réunis, mais Ter Stegen s'interpose. Ça a été quasiment à chaque fois difficile pour la défense centrale Piqué-Garcia ce soir lorsque les Napolitains étaient à l'attaque. En face, les jeunes Pedri et Nico Gonzalez ont tenté leur chance en début de match, mais la première tentative véritablement dangereuse, c'est celle-ci. Elle vient des pieds de Ferran Torres que l'on va revoir à plusieurs reprises également dans cette partie, bien servi par un certain Pierre-Emerick Aubameyang pour sa première titularisation avec le club. L'ancien de Manchester City en revanche, il pêche à la finition. Dans l'enchaînement où presque le duo Elmas-Zielinski va se faufiler dans les espaces béants laissés par le Barça, les milieux laissent jouer, Piqué est en retard, puis chute. Voilà, ça fait goal. C'est Zielinski qui peut tirer à 2 reprises pour marquer, alors que Ter Stegen, lui, il ne peut pas tout faire, honnêtement. Le premier arrêt était bon, mais derrière, c'est donc Zielinski qui est le premier sur le ballon. Naples refroidit clairement le Camp Nou, alors que les Blaugrana déçoivent grandement. Déjà tenus en échec dans le derby de Barcelone le week-end dernier, les Catalans vont quand même avoir, on peut le dire, un coup de pouce au niveau de la chance en début de deuxième mi-temps. La troisième recrue du trident offensif de ce soir, Adama Traoré, tire sur la main de Juan Jesus. La règle est suivie à la lettre, même si on n'est pas certain que ça ait changé considérablement l'action. Peu importe, en tout cas c'est pénalty, il la touche, ça va dans la même direction, ça semble quand même un petit peu sévère. Peu importe, donc c'est pénalty. Ferran Torres en profite pour marquer son deuxième goal sous ses nouvelles couleurs. Il avait déjà marqué face à l'Athletic Club en Coupe du Roi. C'est le premier but européen, évidemment, pour Ferran Torres avec son nouveau club. Un pénalty qui sauve le match du numéro 19 barcelonais, car à côté de ça, Torres a tout raté, ou presque. À l'image de cette action, le Barça joue dans de tout petits espaces dans les 16 mètres. Les remplaçants, Dembélé et Dest notamment, font la différence, mais le dernier geste est, comme trop souvent dans ce match, raté par les locaux. Et raté par Torres. Le geste de ce match, lui, va intervenir à la toute dernière minute du temps réglementaire. Également remplaçant, un autre joueur offensif va donc se mettre en évidence. C'est Luc De Jong qui tente la bicyclette. Ça passe pas loin du tout. Il y aura encore 2-3 occasions catalanes dans le temps additionnel. Beaucoup trop de ratés pour le Barça. Et on va le voir, la tristesse sur le visage de Ferran Torres qui a, entre guillemets, manqué son premier match européen avec le FC Barcelone, malgré ce but sur penalty, mais beaucoup trop inefficace dans le dernier geste. Voilà, messieurs, je me dois d'être honnête, on n'a pas vécu un grand match. On attendait vraiment du lourd de la part du FC Barcelone et du Napoli. Sur cette partie, je dirais quand même avantage au Barça au niveau du nombre d'occasions. Mais attention, le retour se déroulera au stade Diego Armando Maradona. Ça risque d'équilibrer un tout petit peu les choses au retour. Barça-Naples, messieurs, j'ai envie de vous entendre. Ces deux équipes sont-elles à 100% concernées par cette Europa League, quand on sait qu'il y a quand même le championnat, notamment en Italie et en Espagne, où c'est chaud sur le devant?
Non, je ne crois pas qu'on peut penser que ces équipes ne sont pas concernées par l'Europa League. C'est quand même une ligue qui est très intéressante. On peut la gagner. Ces joueurs-là ou ces clubs-là, quand ils participent à cette compétition-là, la jouent pour la gagner. Et aujourd'hui, je crois qu'autant Naples que Barcelone se doivent de faire quelque chose dans cette ligue. Après, voilà, on sait que Barça reconstruit, a fait des transferts, a du potentiel individuel, mais Xavi doit trouver les solutions, doit trouver les bons équilibres. Vous avez Aubameyang, vous avez Torres, vous avez Dembélé, vous avez Traoré. Après, il y a quand même le football de Xavi, qui est un football peut-être un peu plus fait de tiki-taka, enfin, à l'époque. Et aujourd'hui, trouver le juste milieu entre cette puissance offensive et puis le jeu. Et puis de l'autre côté, la défense, où il faut quand même... Ils n'ont plus la possession du ballon comme ils l'avaient avant, où on voyait moins quelques lacunes défensives, parce que l'adversaire était toujours privé de ballon. Aujourd'hui, chaque fois que l'adversaire récupère le ballon, il peut y avoir du danger. Donc il y a un gros chantier pour Xavi avec Barcelone. Naples fait le job. Et sur le match retour, ça ne va pas être facile pour les Espagnols, je pense. Et on n'oublie pas que la victoire finale en Europa League vous permet de décrocher un billet pour la Champions League la saison prochaine, ce qui n'est pas négligeable, ce qui n'est ni acquis ni... Voilà, exactement. Une réaction catalane au terme de cette rencontre au Nou Camp. Bueno, yo creo que la sensación es que podríamos habernos ido aquí con un 3-4-5-1 tranquilamente. Ellos han llegado un par de veces, han metido un gol, nosotros hemos llegado muchísimas y no las hemos podido meter, ¿no? Bueno, las sensaciones buenas, el resultado no tan bueno, queda todo abierto para la vuelta. Gérard Piqué qui explique la déception, toute la déception des Catalans. On aurait pu gagner 3, 4, 5-1 même. On a eu tellement d'occasions qu'on n'a pas réussi à mettre au fond. Ils ont tiré une faux but et ils l'ont marqué. Nous, on ne les a pas vus, alors, les 4 ou 5 occasions qu'on aurait pu donner 4 ou 5 buts. Hein. Ouais, il y a eu quelques occasions, mais toutes ratées, donc même pas cadrées. Donc c'était trop peu. Voilà, il faudra redresser la barre d'ici 7 jours. Ce sera d'ailleurs notre match studio la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous, marquez-le dans votre agenda. Alors, on connaît presque tous les résultats de ces barrages allés. On vous laisse découvrir les derniers scores, ceux dont on ne vous a pas parlé. Sheriff Tiraspol qui s'impose 2-0 contre Braga. Le Zénith qui perd à domicile face au Betis. Et puis, tous les autres scores, eh bien, vous les avez déjà vus. On vous les a résumés dans ce temps additionnel. Voilà, Mickaël, vous avez une dernière chose à nous proposer, c'est votre pot pourri qui concerne l'UEFA Conference League et c'est une compétition importante, surtout pour nous qui suivons le football suisse. Je sais que vous attendiez ça avec impatience parce qu'il y a eu un changement de couleur là dans le studio, c'est passé au vert. Vous parliez d'un club suisse et oui, le FC Bâle, seul club suisse encore en lice au printemps en Europe, était particulièrement attentif ce soir. On rappelle que les Rhénans sont d'ores et déjà qualifiés pour les 8e de finale. Ça permet aux Bâlois d'être exemptés de ces barrages. Et vous le voyez, il y a 7 autres équipes également qui ont remporté leur groupe de Conference League. Des beaux noms comme Rennes, comme la Roma ou encore les clubs néerlandais de Feyenoord et de l'AZ Alkmaar. Pour être complet, sachez encore que les vainqueurs des barrages affronteront l'une donc de ces 8 équipes. Voilà pourquoi Bâle est très intéressé. On commence notre petit tour d'Europe en Turquie. Avec un match passionnant à Istanbul en début de soirée, Fenerbahçe s'est fait surprendre par le Slavia Prague. Score final 3-2 pour les Tchèques qui ont fait la différence en 1 minute, 2 goals aux 62 et 63e minutes, dont celui-ci de Linger. Cela permet aux Pragois de faire la course en tête avant le retour. On avance dans la soirée, 21h, début des matchs pour Marseille, Celtic et Leicester. On part tout d'abord à Glasgow avec le Celtic qui se fait surprendre très rapidement par Bodø Glimt. Le club norvégien avait déjà fait céder la Roma lourdement 6-2, on s'en souvient. C'était lors de la phase de groupe et on les retrouve donc en feu dès le début de ces barrages. Belle finition et jolie action collective également de la part de cette formation norvégienne. Et honnêtement, ce n'est que le début. On passe en deuxième mi-temps, plus exactement à la 55e minute, avec des Norvégiens qui prennent carrément un double avantage sur la pelouse du Celtic Park. La surprise est en marche grâce à ce goal de Pellegrino, après celui marqué par
Espejord sur le 1-0. On n'avait pas encore dit son nom, mais en tout cas, Bode Glimt qui continue de surprendre dans cette compétition. Beaucoup trop d'espace dans la défense écossaise. Et la déviation au premier poteau est splendide, il faut quand même le relever. Le Celtic revient à 2-1 grâce à Maeda. On ne vous montre pas ce goal puisque derrière, tout simplement, Bode Glimt va reprendre un double avantage. C'est Vetlesen qui va encore en marquer un dans les rangs jaunes et noirs. Quelle sensation, il faut quand même l'avouer. Le Celtic est mal parti dans ce barrage aller-retour. Ce sera le score final, un 3-1. Là, on voit quand même, certes, un peu de réussite du côté de la formation norvégienne, mais le tir est tenté, le tir est beau et ça termine au fond. Troisième but donc de la formation norvégienne. Entre l'Écosse et l'Angleterre, il n'y a qu'un pas pour aller voir Leicester dominer assez aisément, il faut l'avouer, le club danois de Randers. Le 1-0 tombe comme un fruit mûr en début de rencontre. C'est Ndidi qui ouvre le score sur un service parfait de Lookman. Lookman que l'on va voir énormément dans cette rencontre, l'un des hommes forts de cette formation des Foxes. On revoit une dernière fois ce goal. L'équipe anglaise qui va quand même se faire surprendre en contre-attaque dans cette rencontre. À une reprise, ce sera pour l'égalisation au King Power Stadium. Les Danois jouent le coup à fond à l'image de cette contre-attaque. Au final, c'est Vito qui trouve le chemin du filet. Grâce à cette passe en retrait, il marque face à un gardien danois de Leicester, Kasper Schmeichel, qui encaisse donc face à une formation danoise. Mais ce sera honnêtement la seule occasion que l'on aura vue de cette formation de Randers dans cette rencontre, puisque derrière Leicester va faire la différence, alors que l'on revoit une dernière fois cette réussite, cette seule réussite donc de Randers dans cette partie, car heureusement pour le champion d'Angleterre en 2016, Barnes, Daka et Dewsbury Hall vont finir par mettre à l'abri les Foxes en fin de partie, bien aidés par quelques soucis défensifs quand même, il faut l'avouer, dans les rangs des chevaux. Et oui, c'est bien le surnom de Randers, les chevaux. Score final 4-1 pour Leicester qui peut s'avérer assez tranquille avant le match retour face à cette formation. Avec notamment Tielemans qui s'est également mis en évidence. Là, on revoit le but de Daka, en l'occurrence, c'était le 3e. On termine par le stade Vélodrome, vous l'aurez peut-être reconnu. C'est un match peau de banane pour l'OM qui recevait Karabag, adversaire de Bâle en phase de groupe. Mais les Marseillais vont facilement battre les Azeris, pas du tout dans le coup par rapport au match contre les Rhénans justement. Arkadiusz Milik est le buteur providentiel des Olympiens. Le 1-0, on vient de le voir sur corner, bien botté par De La Fuente. Le Polonais s'y reprend à 2 fois, mais ça fait goal. Et le 2-0 intervient suite à une relance complètement ratée par la défense adverse. C'est beaucoup trop facile pour l'OM et pour Milik, donc, qui marque le doublé. On ne reconnaît pas cette formation de Karabakh qui avait notamment dominé le FC Bâle en septembre dernier, malgré un match nul 0-0 en Azerbaïdjan au finish. Mais on se souvient que Karabakh aurait dû même remporter cette rencontre. C'est à la limite du hors-jeu. Je vous ai vu tiquer un petit peu Bernard Chaland à mes côtés, mais c'est bien valable, cette réussite du 2-0. Karabakh revient à 2-1, vous le voyez, avec le score grâce à Kadi. Mais on vous montre plutôt le 3e but marseillais, qui va donc quand même s'imposer avec 2 buts d'avance. Il est signé Dimitri Payet. Et les hommes de Jorge Sampaoli s'imposent grâce à cette réussite de Payet. 3-1, le bon travail de Dieng au départ de l'action. Et le déplacement à plus de 4500 km du Vélodrome s'annonce donc plutôt tranquille, on va dire, pour l'Olympique de Marseille avec ses 2 buts d'avance. Mais attention, rien n'est fait tout de même. Dans les autres résultats, on notera plusieurs victoires étriquées, celle du PSV Eindhoven et des Danois de Midtjylland 1-0 respectivement contre le Maccabi Tel Aviv et le PAOK. Le Partizan fait la bonne affaire en s'imposant à Prague face au Sparta. Et enfin, le match Rapid Vitesse devait sur le papier aller très vite. Pas manquer de buts dans les 15 premières minutes pour un score de 2-1 au final. Vous l'attendiez aussi cette blague, Daniel, je crois. Oui, elle était assez prévisible. Merci beaucoup, Michael, pour tous ces résumés et les résultats. Vous vouliez réagir sur le match de Bode Glimt ? Voilà, allez-y. Une équipe intéressante et un joueur intéressant qui a fait l'assist et qui a dribblé Solbakken, son nom, je peux vous le dire. Donc, il avait fait la différence contre la Roma. Il avait déjà marqué contre la Roma et fait la différence. Donc, juste pour dire que c'est
un joueur connu. Si j'étais scout, j'irais le voir. Ouais, alors Il y en a un autour de la table. C'est pas vous, c'est pas vous, c'est pas moi. J'irais peut-être en Norvège une Il ou a deux déjà fois. été vu à plusieurs reprises, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà, bien, bah, messieurs, je vous remercie en tout cas pour toutes ces analyses, toutes ces images, tous ces résumés. Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve la semaine prochaine en Champions League. Merci Michael, merci beaucoup à vous aussi pour votre fidélité. Votre prochain rendez-vous, bah, c'est demain avec la Challenge League et puis samedi avec le retour de la Super League, 22e journée. On se réjouit déjà de vous retrouver. Prenez soin de vous, très belle nuit à toutes et à tous. Ciao.